Bonjour Arnaud, Bonjour Laïla, comment vas-tu aujourd'hui? magnifiquement bien. Et toi? Très bien. J'ai envie de te demander dans quelle émotion est-ce que tu te trouves? Donc, mon émotion du jour, c'est un grand soleil, une notion de plaisir. Et toi? Bien, je te rejoins. J'ai aussi une émotion très positive de me retrouver ici avec toi, de pouvoir partager avec nos spectateurs cette conversation apprenante sur les émotions. Donc, je suis en joie. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Alors du coup, est-ce qu'on peut essayer de définir ce qu'est une émotion, en fait? On peut essayer, oui, et on peut même y arriver. On va y arriver, on va y arriver. À deux, ça devrait être mieux qu'à un. C'est ça, c'est ça. Et avec toutes les lectures qu'on a pu avoir et toutes les sources d'informations qu'on a pu avoir, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir réinventé le fil à couper le beurre, on va se servir bien sûr de ce qu'on a pu lire et de ce qu'on nous a enseigné. Pour ma part, j'aurais peut-être une définition, mais en tout cas qui s'articule autour de deux, trois choses différentes, si tu permets. Je démarrerai en disant que d'après Anna Tcherkassov, par exemple, la définition de l'émotion, c'est un phénomène un peu comme un électroencéphalogramme. C'est un phénomène surjacent, comme un pic dans l'électro, qui va prendre le pas sur toute autre activité. Quoi que tu sois en train de faire, tu es en train de vivre quelque chose et tout d'un coup, paf, il se passe un événement extérieur qui va générer un pic émotionnel, un phénomène extérieur qui va générer cela, et donc qui va prendre le pas sur toute autre activité. Tu es en train de cuisiner, on fait bout derrière toi, pof, la peur prend le pas sur peut-être le plaisir que tu avais à faire ce que tu étais en train de faire. D'autres, comme Pierre Massot, qui le tient de Spinoza, etc., dira que c'est une sensation qui modifie brutalement un équilibre interne. Voilà, en train de faire un truc, et là encore, tout est normalement normal, on va dire, et tout d'un coup, il se passe quelque chose, et boum, tu as une sensation qui va venir déséquilibrer tout ça. D'accord? Donc là encore, une sensation qui peut potentiellement générer donc une émotion qui va modifier tout ça. Et donc, ils sont d'accord pour dire que finalement, l'émotion, c'est un processus adaptatif. C'est-à-dire qu'en fait, une émotion, ce n'est pas tellement une émotion, alors on dit émotion positive, émotion négative, c'est un processus adaptatif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une alerte, et face à cette alerte, on a une réponse. Donc une réponse qui vise à maintenir l'équilibre, notre équilibre, notre bien-être en fait, qui va tenter par tous les moyens de conserver cette notion de plaisir dans laquelle on se trouvait dans l'état normal et qui est venu, qui a été perturbé par l'événement extérieur. Donc une alerte, une réponse. Voilà. L'émotion, c'est un peu tout ça, c'est ce phénomène surjacent, ce processus adaptatif et cette sensation qui vient perturber notre équilibre. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, moi, ça me va assez. J'ai envie de compléter parce qu'effectivement, une émotion, c'est bien un phénomène, c'est bien une sensation, c'est un processus aussi qui fait partie de notre système. Et j'ai entendu une fois Teresa Garcia Rivera, qui est notre formatrice et mentor du CIRCE MRI à Paris. Je l'ai entendu dire une fois, une émotion, c'est un moyen de communication. Ça communique à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et là, on voit à quel point ce phénomène est à sa place. Alors, sa place plus ou moins acceptée maintenant dans la société, parce que tu as déjà parlé d'émotions négatives et positives. Donc, ça veut dire qu'il y a des émotions qu'on accepte et des émotions qu'on n'accepte pas dans la société, je veux dire. Donc, c'est intéressant, cette relation qu'on a à l'émotion. Oui, et c'est d'autant plus, quand tu touches du doigt quelque chose qui est intéressant, tu dis il y a des émotions qui sont acceptées et d'autres qui ne sont pas acceptées, et en fait, c'est paradoxal, puisque l'émotion, c'est comme un torrent, tu vois. C'est quelque chose qui part brutalement et qui déferle comme ça dans ton organisme, en fait. Et l'idée de dire gérer ses émotions ou contrôler ses émotions ou garder son self-control, etc., tu vois, c'est toutes des choses qui visent presque à dire non, tu n'as pas le droit de ressentir ça, ou en tout cas, si tu le ressens, il faut que tu le contrôles. Or,
On est d'accord, c'est quand même, ça se passe à des endroits, notamment de notre cerveau, biologiquement, où à un moment donné, tu peux pas les contrôler. Enfin, je veux dire, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, quoi. Donc, c'est ça qui est complètement, à mon sens, paradoxal. Oui, j'espère que les gens vont finir par comprendre qu'on n'est pas des machines et des robots, parce que c'est vrai que depuis la phase d'industrialisation, peut-être les 500 dernières années, on a eu l'impression que c'était vers ça qu'on tendait, quoi. Ouais, tu vois, en préparant ce travail, je me disais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a, moi qui ai vécu dans deux cultures différentes, en Occident, donc en France, c'est vrai que l'émotion n'a pas beaucoup de place, hein. En Algérie, l'émotion a toute sa place. Ah, alors là, elle s'étend. Alors, c'est intéressant de vivre les deux côtés, quoi. D'abord, d'un côté, tu as l'impression que tu as un espace pour t'exprimer qui n'est quasi que verbal, finalement, hein. Et puis, je dirais quand même que ça a évolué. C'est-à-dire que autant à une certaine période, peut-être, alors je ne sais pas, en tout cas, je peux parler de mon expérience, il y a 15 ans, il me paraissait, tu vois, que cet espace était très étroit et qu'il fallait mieux pas montrer ses émotions pour communiquer de façon à ce que ce soit le plus neutre possible. Neutre, c'est bien, hein. Et puis, voilà, on communique de cognitif à cognitif, de verbal à verbal. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis, les mots que tu emploies, pas nécessairement la manière dont tu le dis. Aujourd'hui, ça c'est un peu ouvert, mais ouvert aux émotions positives, hein. Et là encore, il y a tout un débat. Ouais, c'est un truc d'américain, il faut être positif. Ou alors, oh là là, qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas toujours être positif. Non, on ne peut pas toujours être positif, mais on ne peut pas non plus toujours être neutre et sans émotion, alors que notre système nerveux est construit comme ça. On est câblé comme ça. Donc, ça veut dire qu'on ne laisse pas l'espace à quelque chose qui existe en nous et qui nous permet non seulement de communiquer avec les autres, mais aussi de relationner avec nous-mêmes, hein. C'est aussi un système de guidance, l'émotion. Qu'est-ce qui se passe ici pour moi? Est-ce que je suis bien là? Ah ben, si j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire avec ça, hein? Parce qu'à force de juste taire l'émotion qu'on est en train de vivre, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tout ça, ça va se rebeller aussi et vouloir prendre sa place autrement, ou je ne sais pas moi, pourrir dans un espace et puis nous rendre malades, hein? Oui. Ou solliciter les personnes pour mettre en place des choses qui ne seraient pas naturelles ou qui seraient contre-productives pour elles-mêmes. C'est-à-dire de vouloir lisser tout le temps et de vouloir adopter cette forme de neutralité, plutôt que d'aller regarder et d'aller chercher à l'intérieur, finalement, quels sont les messages que nos émotions nous renvoient. Une émotion, c'est quelque chose qui est là depuis la nuit des temps pour assurer notre survie. Donc, à un moment donné, il faut ouvrir les yeux et puis de se dire que toute l'information qui nous arrive de notre environnement nous arrive par nos 5 sens. Tu vois. Et donc, on capte les informations d'abord avant de les intellectualiser, on les capte de manière corporelle de toute façon. La vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, tout ça, c'est des signaux. Tu parlais du système nerveux, oui, tout est relié à notre système nerveux central, la moelle épinière, etc., avant d'arriver à notre cerveau. Donc, tout est déjà corporel au départ. Et c'est vrai que tu as raison, depuis les années 90 presque, où à la Défense, on avait mis en place des formations sur la gestion du changement, la gestion de la peur, etc. Tu vois. Et c'était ces grandes formations où il fallait tout cérébraliser, sans prendre en considération qu'en fait, finalement, les premières sensations et les premières émotions étaient davantage corporelles. Donc, on reçoit l'information de notre environnement par nos 5 sens. Et puis, c'est MacLean, depuis en 71, qui avait établi les 3 couches du cerveau, tu sais, reptilien, limbique et cortical, donc néocortex. Après, cortex droit, cortex gauche avec la collatéralité, etc. Mais il avait quand même établi à un moment donné qu'on avait donc 3 couches de cerveau qui nous permettaient effectivement d'appréhender potentiellement l'information différemment. Le reptilien pour le côté pulsionnel, le limbique pour le côté affectif, émotionnel, et puis le néocortex pour le côté cognitif et de raison. Mais en allant un peu plus loin et en creusant un peu plus, on sait aussi que toute l'information qui nous arrive par nos 5 sens, elle est soumise à ce qu'on appelle une valence émotionnelle, c'est-à-dire en fait, elle passe systématiquement par notre cerveau limbique, et avant même qu'elle soit cérébralisée, de manière non consciente, notre cerveau limbique nous dit « j'aime, j'aime pas ». Donc ça, c'est quand même intéressant parce que de toute façon, moi, quand notre employeur nous disait vous laissez vos émotions à la porte de l'entreprise, de la société, vous ne rentrez pas avec vos émotions, je disais ok, bah, le bloc opératoire, il est où? Parce qu'à ce moment-là, il faut m'enlever une partie de mon cerveau, que je le laisse dans mon casier, et quand j'ai fini ma journée, je le récupère et puis je le regreffe dans mon cerveau. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de vivre sans notre cerveau limbique et sans ressentir ses émotions.
Donc, ces émotions, elles sont là, elles sont prégnantes, elles sont activées automatiquement. Hein, le cerveau limbique, ça passe par le thalamus, si on veut aller un peu plus loin dans le descriptif, hein, le thalamus sensoriel qui dit « OK, voilà l'information qui arrive ». Et soit j'ai le temps de réagir, soit je n'ai pas le temps de réagir. Si je n'ai pas le temps de réagir, il passe directement à l'amygdale, qui passe à l'action. Et c'est le bout dont on parlait tout à l'heure, derrière la porte. Bout, tu as peur, tu n'as pas le temps de réfléchir. Donc, tu as une sensation de peur et tu sursautes. Donc ça, ce n'est pas cérébralisé. Par contre, il y a d'autres émotions qui arrivent à ton cerveau, et ton cerveau, par le biais effectivement de l'amygdale, se disent à un moment donné, pardon, de l'hippocampe, se disent à un moment donné, mais ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est quelque chose que j'ai potentiellement déjà vécu. Ça, c'est quelque chose que, tu vois, une empreinte, peut-être traumatique ou pas, mais en tout cas une empreinte dans ma mémoire. Et donc, du coup, ça peut passer par une forme de conscientisation, et donc de mener en place des actions différentes. Mais tout est lié autour du fait que ça vise à rétablir notre équilibre. On a un système qui est fait pour assurer notre survie et rétablir un équilibre. On serait un peu bébête de vouloir à un moment donné lutter contre ça, contrecarrer ce système-là pour dire bah non, moi je n'ai pas envie de survivre, il faut que je conscientise, il faut que je sois maître de mes actions, de mes décisions, etc. Moi j'ai envie de dire bah non, en fait, ton émotion, elle t'envoie un message, tu as juste à être peut-être courageux, lucide, clair dans ta tête pour aller écouter ce message finalement. Qu'est-ce qu'elle t'envoie comme message, cette émotion, et où est-ce qu'elle te dit à un moment donné, ça c'est plaisant ou ça c'est déplaisant, et voilà ce qu'il faudrait mettre en place comme action pour que ça redevienne plaisant, ou que tu puisses pas lutter, mais en tout cas contrecarrer, revenir à une forme d'homéostasie, d'équilibre. C'est ça, parce que c'est vrai que bon, tu parles d'action beaucoup, parce que l'émotion, c'est vraiment ce qui nous met en action. C'est vrai que parfois, on fait des choses qu'on peut être amené à regretter plus tard, parce que l'émotion nous a amenés à faire ces choses-là. Et que si l'information avait été jusqu'à cette partie du cerveau qui est cognitive et donc rationnelle, là, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Donc, dit quelque chose de méchant, par exemple, ou voilà, sur le coup de la colère. Donc, c'est là que ça peut être intéressant de comprendre un peu les mécanismes et de comprendre ce qu'on peut faire pour changer cela. Mais ça ne veut pas dire faire taire ses émotions, juste tuer le problème comme si on était le parrain, et voilà, se défaire d'une partie de nous. C'est ce que tu disais notamment, on ne vit pas tous les mêmes situations avec les mêmes émotions. Ben une même situation va générer des émotions chez les uns ou chez les autres, et même chez nous, en fonction du contexte, de la situation, de ce qu'on est en train de vivre au moment où on reçoit cette information. Donc, ça serait contre-productif d'établir des recettes de cuisine qui visent à dire, bon, la peur, j'aime pas bien la peur. Il faut que je fasse une formation ou un truc pour dire, la peur, non, j'ai plus peur. Bah, si tu n'as plus peur, à mon avis, dans 48 heures, tu es morte, quoi. Je dis à un moment donné, parce que tu vas traverser sans regarder, parce que tu vas faire quelque chose de complètement fou, parce que ton cerveau ne te mettra pas de signal d'alarme pour te dire, non, fais pas ça, Leïla, c'est pas bon. Et donc, voilà, c'est vraiment un système de survie, quoi. Si on se réfère par exemple sur une question qui revenait assez souvent, c'est sur le nombre d'émotions. Tu sais, combien il y a d'émotions, etc. On a à la base identifié 4, la joie, la peur, la colère, la tristesse. C'est les 4 émotions de base. Puis après, chacun y a été de son truc, le dégoût, la surprise, et puis après, chacun a été à faire un maillage d'émotions. Mais pour bien comprendre le système émotionnel, il y a un moyen très simple, si tu veux. C'est que, à la base, on est systématiquement dans la recherche du plaisir. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour trouver ce truc homéostasique, ce principe de plaisir, pour vivre des situations plaisantes, être avec des gens plaisants, manger des choses qu'on aime, sinon on nous ferait des cailloux. Donc, tout est fait pour qu'on soit à la recherche de ce plaisir. Donc, c'est la joie, c'est le circuit de la récompense, la dopamine, etc. Et puis, si à un moment donné, on vit une situation qui concourt à apporter du déplaisir, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mécontentement ou même de danger, d'accord ? Alors, notre premier réflexe va être la fuite. C'est-à-dire qu'on ne va pas fuir et partir en courant, pas que. Ça va être aussi de trouver une alternative pour éviter cette situation de déplaisir, et donc trouver une alternative, trouver un plan B, en fait.
Donc, cette peur, plus ou moins conséquente, qui met en place un circuit de la punition, la cortisol, etc., qui crée du déplaisir. Donc, du coup, comme on n'aime pas ça, on va chercher une situation d'évitement. Et puis, ça, c'est typiquement la première émotion négative. Si la fuite n'est pas possible, alors on va chercher à lutter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire, bon, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'évader, je ne peux pas trouver une autre alternative, donc je vais lutter pour que cette situation de déplaisir disparaisse. Tu vois ? Et donc, lutter contre le danger, c'est la colère. Donc, on va fighter, en fait. Okay. Et donc, la peur, première négative, la colère, dite deuxième émotion négative, mais qui ne sont pas vraiment négatives, qui sont juste finalement des choses qui vont nous permettre de pouvoir agir finalement face à ces situations déplaisantes. Et alors la dernière situation, c'est quand la lutte ou la fuite ne sont pas possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te rends compte que quoi que tu fasses, ça ne sert à rien, que quoi que tu dises, ça ne changera pas. Comme l'impuissance apprise, comme on l'a vu dans d'autres tests, etc., où si tu te dis, voilà, face à ton chef, de toute façon, tu as ton blâme, face à l'agent de police, tu as ton PV, c'est complètement injuste, des fois, il y a des choses sur lesquelles tu voudrais bien lutter, mais tu ne peux pas lutter. Et donc là, à ce moment-là, c'est cette notion d'inhibition, en fait, cette notion de gel, cette notion d'abattement. Si tu veux, tu te dis, j'ai bien essayé, j'ai bien tenté, mais là, je ne peux absolument rien faire. Et ça, c'est la tristesse. Donc, on peut émettre l'idée qu'il y ait plein d'émotions différentes. On ne peut pas enlever l'idée que dans notre process interne, tel que c'est engrammé dans notre cerveau, on en a quand même 4 de base, qui sont de dire la recherche du plaisir. S'il y a du déplaisir, je vais tenter de fuir. Si je ne peux pas fuir, alors je vais lutter. Et si je ne peux ni fuir ni lutter, alors à ce moment-là, c'est l'abattement et c'est la tristesse. Donc la joie, la peur, la colère et la tristesse. Ça reste quand même les 4 émotions de base. Quoi qu'on en dise. Oui, et puis là, je reconnais les fameux 4 F dont on parle, qui sont le flee, freeze, hold et fight, quant aux réactions qu'on peut avoir. Et alors, donc, du coup, je fais une scission entre l'inhibition, le gel et la soumission. Parce qu'on peut être complètement gelé, tu vois, complètement gelé face à cette situation, comme la biche en fait en face des phares de la voiture, quoi. Là, on ne bouge plus, on est frozen, on ne bouge plus, on gèle. Et puis, il y a la soumission qui est plutôt, de toute façon, je ne peux rien faire, et là, je me plie avec ça. Donc, qui amène d'autres émotions, la soumission, comme tu disais, la tristesse. Et puis, je voudrais ajouter aussi par rapport à ce que tu as dit, qui est très juste, dans cette notion de déplaisir qu'on veut fuir, qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas avoir la sensation. Il y a une stratégie que beaucoup d'entre nous avons mis en place, et c'est une stratégie de survie qui s'appelle la dissociation. On se dissocie de notre corps de façon à ne pas ressentir ce qui se passe. Ce qui permet en fait de continuer à interagir, à relationner, à agir, sans l'émotion qui pourrait nous habiter à ce moment-là. Je donne un exemple tout simple pour tous ceux qui sont passés dans des grandes villes. Quand on voit un mendiant, ça peut nous briser le cœur ou on peut simplement l'ignorer. Et puis, il y a évidemment entre les deux des variantes, des curseurs. Mais quand on ignore, par exemple, cette situation de détresse d'un autre être humain, alors que notre physiologie, grâce à nos neurones miroirs, nous permettent de vivre l'expérience de l'autre à partir de notre système nerveux, c'est bien que là, il y a un robinet qui a été fermé, quoi. Et souvent, on se rend compte que c'est une stratégie mise en place pour ne pas ressentir. Et c'est une bonne stratégie, mais pas à long terme. Donc, il y a un moment donné où, pour les personnes qui auront mis cette stratégie en place, ils ne vont pas pouvoir nécessairement comprendre ce qui se passe, mais il va y avoir une sorte de trop-plein, comme si on avait tout rangé tout enfoui dans le sous-sol, et qu'à un moment, la porte, elle est prête à craquer, quoi, et c'est là, c'est la marmite qui explose. Donc, quels sont les signaux faibles ? Comment est-ce qu'on peut aller refaire copain-copain
se reconnecter à son corps, à ses émotions, leur laisser leur juste place et voir quels sont les messages. Hein, tu parlais de messages tout à l'heure. Parce que c'est une forme de guidance incroyable, c'est une vraie boussole en fait, hein, ces émotions. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que je ne suis pas bien? Il y a effectivement tout un panel d'émotions, je ne sais plus, on pourrait en trouver certainement autour d'une centaine, mais je me sens bien, je ne me sens pas bien, déjà c'est une indication. Je me sens un peu mieux, c'est une autre indication. Donc on n'a même pas besoin de les nommer nécessairement, hein, mais on peut simplement avancer comme ça. Hein. Tout comme quand on cherche chaud ou froid. Hein. Si j'avance par là, c'est plus chaud, si j'avance par là, c'est plus froid. Et on peut commencer à se dire, bon, bah là, comment je me sens? Et très justement, tout à l'heure, tu disais que c'était souvent un phénomène extérieur qui nous amenait à voir une émotion. Ça peut être aussi un phénomène intérieur, c'est-à-dire, finalement, moi, une des questions que je pose souvent, c'est quand vous ouvrez les yeux le matin, en fait, comment vous vous sentez, quoi? Quelle est l'émotion qu'il y a là? Là, je me lève, je regarde le plafond, je suis dans ma chambre, je sais où je suis, il n'y a rien d'extérieur comme ça. Mais quelle est l'émotion avec laquelle je me réveille déjà? C'est une indication qui est très, très importante parce que ça dit ce qui se passe à l'intérieur de moi aussi. Et ça va aussi influencer toute ma journée et certainement les jours qui vont suivre. Parce que finalement, le moment présent, c'est ce qui construit notre futur. Quoi qu'il en soit, nous qui sommes parfois très axés sur le futur, parfois trop axés sur le passé pour certains, hein, ce qui va être plus ou moins aidant, hein, parfois pas très aidant. Donc, comment est-ce qu'on fait avec ça? C'est d'autant plus un chemin passionnant de recherche et d'analyse, parce que finalement, on s'aperçoit que tous les paramètres qui sont nécessaires pour la compréhension de ces émotions, ils sont énormes. Ça peut être extrinsèque, ça peut être intrinsèque, ça peut être le matin au réveil, ça peut être conscientisé, c'est-à-dire que ça peut être une pensée à un moment donné. Est-ce que c'est les choses auxquelles je pense en me réveillant qui me donnent mon humeur? Alors, et à côté de ça, on pourrait dire qu'est-ce que l'humeur par rapport aux émotions? Qu'est-ce qu'un sentiment par rapport à une émotion, comment ça influe nos comportements, etc. Donc, il y a tellement de paramètres. Ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a des émotions qui sont conscientisées et d'autres qui ne sont pas conscientisées. Et donc, oui, tu parlais tout à l'heure notamment des notions presque de traumatisme, en fait, de choses qui peuvent réveiller des souvenirs lointains, etc., qui ont pu être oubliés aussi, hein, parce que l'amnésie partielle, dans certains cas, peut aussi, tu parlais de faire fi de ces émotions où on est un peu extérieur à tout ça. Voilà, tout ça, c'est des mécanismes de survie qui sont mis en place. Et il n'en demeure pas moins que ce que l'on a oublié, et c'est pour ça qu'on a besoin d'aide aussi parfois, ce qu'on a oublié, comme tu disais, c'est de se reconnecter, c'est-à-dire de se dire qu'avant toute action, c'est perception, émotion, action. On dit, bah, il y a des actions, ça dépend des émotions. Donc, on va travailler sur les émotions. Oui, mais pour travailler correctement une émotion, il faut déjà travailler sur la perception, c'est-à-dire quelle est la sensation que la personne a ressentie, qu'est-ce que ça éveille en elle, qu'est-ce que ça lui rappelle peut-être, parce qu'on voit des gens qui sont face à leur chef, face à leur patron, si tu veux, qui sont terrorisés parce qu'effectivement, dès que le patron se montre un peu insistant ou va regarder la personne fixement ou au contraire va la regarder sans rien dire en pleine réunion, etc., on va recevoir un message. Donc, quelle est la perception que tu reçois et à quoi tu l'associes? Parce que tu peux l'associer aussi à des phénomènes passés. Et on peut imaginer que le regard du patron réveille des trucs plus anciens, du regard du père ou de l'oncle dans les réunions de famille, etc., avec des choses qui ont été peut-être un peu plus violentes ou un peu plus pernicieuses ou un peu plus traumatisantes. Et donc, à un moment donné, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur cette notion de perception, cette notion de sensation, et de se dire qu'à un moment donné, c'est bien cette première étincelle, cette allumette qu'on craque à un moment donné, qui va déclencher une émotion plus qu'une autre. Donc, dans la sensation, c'est ça qui est intéressant. Et c'est là où je parle de messages, en fait. C'est que tout ça, ça nous renvoie des messages et qu'il faut, à mon sens, impérativement être à l'écoute de ces messages. Moi, j'utilise beaucoup, notamment dans ce que je peux donner comme conseil ou comme accompagnement, c'est apprendre à dialoguer avec ces émotions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelle qu'elle soit, il n'y a pas d'émotion positive ou négative, il y a une émotion qui envoie un message.
plus ou moins agréable, bien sûr, forcément. Mais si on ne l'écoute pas, si on ne l'entend pas, on ne sait pas. Et du coup, on risque de travailler davantage sur l'extrinsèque que sur l'intrinsèque. Je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on risque de travailler sur « ouais, mais j'étais en colère parce qu'il m'a insulté, ou j'étais en colère parce qu'il a dit du mal de moi, ou j'étais en colère parce qu'il m'a grillé la priorité » ou des choses comme ça. Et donc, on va chercher l'excuse à l'extérieur, alors qu'en fait, on disait tout à l'heure, une même situation peut être vécue différemment par différentes personnes, et chercher à l'intérieur le fait qu'à un moment donné, si l'autre il a grillé le feu rouge, c'est peut-être lui qui va avoir un problème, mais moi j'étais arrêté, j'ai pas eu de problème. Enfin, tu vois, voilà, c'est à quel moment je vais reporter sur l'autre la faute de cette émotion douloureuse, alors qu'en fait elle est vraiment à l'intérieur. Il faut qu'on ait vraiment ce dialogue avec ces émotions. De quoi est-ce que j'ai eu peur? Qu'est-ce que je crains à ce moment-là? Qu'est-ce que ça me rappelle comme chose désagréable, et quelles sont les alternatives que je peux avoir par rapport à ça pour éviter de klaxonner, de lui sauter à la gueule, de se taper dessus, de passer directement à la violence. Oui, c'est important ce que tu dis, Arnaud, là, parce que c'est vrai que nous, en accompagnement, on va avoir en face de nous une personne qui vit des situations, qui perçoit des choses, hein, donc qui voit, qui entend. Donc ces choses-là, elles vont les entendre et ensuite ressentir quelque chose par rapport à ça. Donc où tout va bien et on n'en parle pas, où il y a un problème, voilà, de colère à chaque fois qu'il y a des choses extérieures qui se passent. Et nous, on ne peut pas agir sur l'extérieur sans voir les autres personnes, hein. Donc là, notre matériel de travail, ça va être la personne qui est en face de nous. Et donc, c'est ça qu'on va aller explorer et essayant de changer pour elle si c'est sa demande. Et tu vois, en t'écoutant, moi, je me souviens du mantra que Stephen Gilligan m'a donné dans ses formations, un mantra qui permet justement d'écouter ces émotions lorsqu'elles arrivent et de dire, première chose, ah, il se passe quelque chose, c'est intéressant. Je suis sûre que ça a un sens. Quelque chose essaye d'être entendu, guéri, tenu. Bienvenue à ça. Et dans le travail que je fais en accompagnement, par exemple, souvent, ne serait-ce que ça permet déjà de détendre la personne. Parce que quand on a une émotion, on a une première émotion qui peut être celle de la colère, et puis ensuite avoir une émotion qui concerne cette colère, c'est-à-dire avoir honte d'être en colère, ou se sentir coupable d'être en colère. Donc on a deux émotions là qui viennent interagir et s'entrechoquer là, et il faut déjà faire cette différenciation pour pouvoir travailler. Et donc on a en plus une appréciation sur l'émotion qu'on ne s'autorise pas à vivre. Et dès qu'on lui laisse l'espace, en vrai, ça commence déjà à bouger parce que c'est souvent quelque chose que l'émotion n'a pas eu. Donc c'est vraiment une expérience qu'on appelle une expérience émotionnelle correctrice. C'est l'expérience qui va permettre de transformer déjà ce qui se passe. Ah. Et qu'est-ce qui se passe là? Et souvent, ça a déjà bougé. Donc, c'est intéressant. Donc, ces mantras, c'est intéressant. Je suis sûre que ça a un sens. Quelque chose essaye d'être entendu. Bienvenue à ça. Si je laisse l'espace, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ne serait-ce que ça déjà. Et voir ce qui se passe et comment ça transforme la situation. Et quand tu parles d'espace, c'est extraordinaire parce que dans les arts martiaux, on travaille aussi beaucoup ça. Et de se dire, quand on lui donne de l'espace, c'est corporel pour moi. C'est déjà de se dire à un moment donné, quand je sens que ça travaille au niveau du ventre, au niveau du cœur, des palpitations, le cœur qui s'accélère, le cerveau détecte un danger, il met en place les ressources nécessaires pour passer. Mais il se passe quelque chose de physiologique. Et quand on lui donne de l'espace, c'est à quel moment aussi intérieurement je lui donne cet espace pour qu'elle puisse s'exprimer. Et que Stéphane André disait aussi, on est une colonne d'air, c'est-à-dire qu'on est une colonne de la tête aux pieds. Comment est-ce qu'on laisse le fluide, parce que tout passe par nos réseaux sanguins, etc. Mais comment est-ce qu'on laisse la fluidité du truc, qui n'est pas notre premier réflexe, parce que notre premier réflexe, c'est face à quelque chose de désagréable, c'est de se crisper. Voilà, exactement. On va se crisper, on va se tendre, etc. Et bon, dans les arts martiaux, on sait pertinemment que si on est crispé, à un moment donné, aucun geste, aucune technique ne peut être faite, peut être mise en place, et on est à la merci de l'autre, c'est-à-dire qu'on devient une proie facile pour l'autre parce qu'on est figé. Et donc, la biche sous les feux de la bagnole, à un moment donné. Et donc, on se fige, on se crispe, et à un moment donné, forcément, on n'est plus en capacité de pouvoir agir. Donc,
voilà, tout est, je pense, intimement lié. Et voilà, je retiendrai, moi, de cet échange, effectivement, que c'est cette discussion, cette prise de conscience que nos émotions sont nos amies, finalement, parce qu'elles veulent vraiment, elles nous veulent du bien, elles veulent assurer notre survie, et ça nous permet d'être, tous ces signaux d'alarme là, qui nous permet de pouvoir interagir avec l'extérieur. C'est quelque chose qui est essentiel pour notre survie. Donc, je ne peux qu'inviter les gens à communiquer avec leurs émotions et à renouer avec leurs émotions, à faire connaissance avec leurs émotions, et à déclencher un dialogue avec elles pour dire « mais tu es en train de me dire quelque chose et je t'accueille avec bienveillance ». C'est-à-dire, j'accueille ça, je lui laisse de l'espace et je dis « vas-y, prends la place dont tu as besoin ». Et permet effectivement je te permets de pouvoir m'adresser ce message. Et ensuite, voilà, je vois ce que je peux en faire de manière un peu plus conscientisée par la suite. Mais déjà, se raccrocher à ça, si on avait ce réflexe-là, si on avait cette pédagogie, même avec les enfants à l'école, s'ils apprenaient à faire ça, tu vois, je trouve que ça serait merveilleux parce qu'on aurait des enfants beaucoup plus en lien, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus calmes aussi, peut-être, détendus et moins dans la peur, moins dans le stress. Puis dans cette période covidesque que nous vivons en ce moment, c'est, je pense, fort d'actualité aussi de pouvoir se reconnecter avec l'intérieur pour être mieux à même de pouvoir agir face à l'extérieur, en fait, sans que ce soit trop déplaisant. Et je rajouterais à cette invitation à la conversation autour de la table des émotions, où est-ce que ça se passe dans le corps, et respirer, hein, pour justement essayer de décontracter en même temps, donc créer un espace à la fois figurativement et littéralement dans le corps, dire là où est-ce que c'est tendu, là, est-ce qu'il y a une palpitation, donc comment ça se passe, si je laisse l'espace à ça, qu'est-ce qui se passe? Souvent, ça cesse parce qu'on a laissé l'espace. Hein? Bon. Eh ben, il y aurait tellement de choses à dire. Oui, il y aurait tellement de choses à dire. On a fait un premier tour qui est, je pense, qui sera déjà assez aidant pour les personnes qui nous regarderont. Alors, n'hésitez pas à donner vos commentaires, vos questions, pour qu'on puisse continuer éventuellement cette conversation. En tout cas, nous, on vous y invite. C'est un sujet passionnant. On va donner peut-être des suggestions de lecture, des choses comme ça, de façon à ce que les personnes puissent aller davantage s'enquérir sur les émotions. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette… Merci à toi, Leïla. Merci grandement. À très bientôt. À très bientôt.